Bonjour à tous, bienvenue sur L'étoffe d'un chef. Si vous cherchez à comprendre qui sont les grands chefs d'État du XXe siècle, pourquoi ils ont été suivis, pourquoi on les a aimés, pourquoi on les a détestés, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, vous pourrez découvrir la naissance d'Israël avec Ben Gourion, la révolution libyenne avec Kadhafi, la guerre du Liban avec Hafez el-Assad, les inénarrables péripéties du roi Hassan II au Maroc, les tourments de l'empire colonial portugais avec Salazar, et bien d'autres portraits. Pour info, j'ai ouvert un nouveau réseau social, TikTok, en plus de Twitter et Facebook. Cette fois, je vais annoncer mes portraits sous forme de petites vidéos et donc je vous demande de partager ces vidéos sur mes réseaux si vous aimez ma chaîne. Donc rendez-vous sur TikTok, Twitter, Facebook. C'est là que ça se passe. Et bien sûr, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à me faire un don sur Tipeee. D'ailleurs, au passage, je remercie chaleureusement tous mes tipeurs. Merci beaucoup, hein. Si vous voulez que cette chaîne continue, si vous voulez pas qu'elle s'arrête parce que vous pensez qu'elle a de l'avenir, alors rendez-vous sur Tipeee et aidez-moi financièrement si le cœur vous en dit. Sur Tipeee, vous pouvez me laisser des pourboires, mensuels dans l'idéal, puisque s'ils sont mensuels, eh bien ça va me donner une certaine stabilité. Je vous remercie par avance de votre générosité. Et maintenant, commençons ce nouvel épisode. Je vais commencer par une question simple. Est-ce que tu sais ce que c'est que le rideau de fer? Oui, monsieur. Je sais que c'est la ligne qui sépare le bloc communiste du bloc capitaliste. Il passe par Berlin et je sais même que cette expression a été inventée par Gandhi en 48. Par Churchill en 46. Ouais, pareil. D'ailleurs, le rideau de fer ne passe pas vraiment par Berlin. Et quant à savoir s'il est la frontière entre le monde communiste et le monde capitaliste, c'est une simplification. En fait, le rideau de fer, c'est quoi? C'est d'abord une frontière physique, avec des barbelés, des mines, des miradors. Cette frontière, elle a aussi une particularité. Si les hommes ont du mal à la franchir, l'information, elle, a encore plus de mal. Parce qu'elle est en permanence brouillée, truquée par la propagande communiste. Le rideau de fer, on ne sait pas bien ce qui se passe derrière. On a des informations, mais elles ne sont pas crues, ou bien elles sont noyées dans un flot de propagande qui rend la vérité indiscernable. Un peu comme BFM TV en fait, si tu veux. Mais ici, on parle bien d'une frontière à l'information. BFM TV a souvent la réputation d'altérer ou de prémâcher l'information, d'accord. Mais pour celui qui se donne la peine de remonter à la source, on peut finir par se faire une idée de la vérité. Ici, on ne peut pas, parce que pour connaître la source de l'information, il faudrait traverser le rideau de fer, ce qui est extrêmement difficile. Maintenant, question innocente. Par où passe ce rideau de fer? Si tu regardes le tracé du rideau de fer tel que tu le trouves dans les manuels d'histoire au collège, on voit qu'il longe l'Allemagne de l'Est, puis la Tchécoslovaquie, la Hongrie, et semble contourner la Yougoslavie. Oui, et alors? Tu vas me dire que les manuels mentent? Non, non, c'est pas ça. Mais ce tracé ne correspond pas à ce qu'avait dit Churchill dans le fameux discours de 46, où il invente l'expression rideau de fer. Dans ce discours, il disait que le rideau de fer va de Szczecin à Trieste. Ah oui, le tracé a changé. Qu'est-ce qui a changé? Il n'a pas compté l'Allemagne de l'Est. Parce que l'Allemagne de l'Est est encore sous un conseil de contrôle allié à l'époque. Mais surtout, qu'est-ce qui a changé? La Yougoslavie. Oui, la Yougoslavie, pays pourtant communiste, est du côté ouest. Donc, dire que le rideau sépare le monde communiste du monde capitaliste, c'est faire une simplification. Pour comprendre cet étrange détour, nous allons devoir nous pencher sur un personnage dont on sous-estime l'importance au XXe siècle. Nous allons nous demander de quelle étoffe était fait Josip Broz, alias le maréchal Tito. Alors, excuse-moi, mais avant de parler de Tito, est-ce que tu peux me rappeler c'est quoi ce pays, la Yougoslavie? Parce que quand je suis né, il n'existait déjà plus, donc rien que pour le situer, j'ai déjà des problèmes. La Yougoslavie, c'est le nom d'un État qui n'a existé que pendant le XXe siècle. On l'a formé en 3 temps, autour d'un noyau qui est la Serbie. Dans un premier temps, la Serbie a obtenu son indépendance de l'Empire ottoman en 1816. Dans un second temps, suite aux guerres balkaniques, en 1913, la Serbie étend son territoire au sud et a annexé le Kosovo et la Macédoine. Troisième temps, à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire austro-hongrois est dépecé et la Serbie annexe la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, le Monténégro et la Voïvodine. C'est donc ce territoire composite, formé en 1918, qu'on appellera ensuite le Royaume de Yougoslavie. Alors si tu veux en savoir plus sur tous ces peuples, je précise que j'ai fait une petite vidéo assez courte et assez rapide qui t'explique de façon efficace
tout ce qu'il faut savoir sur les peuples qui composent la Yougoslavie. Si tu veux te représenter l'histoire de ce pays sur un schéma, il faut visualiser 3 grands conflits. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et les guerres de Yougoslavie dans les années 90. Entre ces 3 séismes politiques, on peut identifier 2 périodes de stabilité. La première, Yougoslavie, celle de l'entre-deux-guerres, est un royaume dont la figure marquante est le roi Alexandre. La seconde, celle de l'après-guerre, est un régime communiste dirigé par Tito. Mais on dit souvent que les Balkans sont une poudrière, mais qu'est-ce qu'on entend par là? Ce qu'on entend par là, c'est que les peuples qui composent ce territoire ne s'aiment pas entre eux. La Yougoslavie est le résultat d'une sorte de mariage polygamique forcé où il y a des conflits larvés prêts à la moindre étincelle à exploser à la face du monde entier. Le monde entier. Tout de suite les grands mots. T'exagères un peu, non? Non, c'est pas une exagération. Le monde entier. Rappelle-moi, comment a commencé la Première Guerre mondiale? À cause de l'assassinat de l'archiduc d'Autriche. Ah oui. Eh oui, l'archiduc d'Autriche a été tué à Sarajevo par un Serbe de Bosnie. Et là, tout s'est mis en branle. L'Autriche a déclaré la guerre à la Serbie, et par le jeu des alliances, tous les pays d'Europe sont entrés en guerre les uns après les autres. Mais bon, pardon, je veux pas te couper dans ton histoire, mais la Première Guerre mondiale aurait éclaté avec un pet de vache en Franche-Comté, t'aurais dit la Franche-Comté est une poudrière. Tu vois ce que je veux dire? Tu trouves que je fais une facilité narrative? Oui, je trouve ça un peu facile. Ouais. Mais en fait, j'essayais d'imager un peu les choses. En tout cas, dans les Balkans, il y a des haines affreuses qui semblent engoncées depuis des temps immémoriaux, à commencer par la rivalité entre Serbes et Croates. Pendant la Première Guerre mondiale, les Croates sont des sujets de l'Autriche-Hongrie et donc se battent du côté des Autrichiens, contre les Serbes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nationalistes croates, qu'on appelle les Ustashi, tentent carrément d'exterminer les Serbes de Bosnie. Pendant les années 1990, les deux pays se séparent dans des guerres civiles affreuses. Les Serbes et les Croates se sont toujours opposés. Mais ils ont quand même pu cohabiter pendant les 2 périodes yougoslaves dont tu parlais. Oui, on a essayé de les faire cohabiter, à 2 reprises, mais on n'y a pas réussi sur le long terme. La première Yougoslavie, celle du roi Alexandre, n'a pu se maintenir qu'au prix d'une abolition des institutions parlementaires et de l'installation d'une sorte de dictature monarchique. Le roi Alexandre a d'ailleurs fini par être assassiné par ses adversaires, à Marseille en 1934, et les Croates ne sont pas étrangers à son assassinat. La Yougoslavie ne lui survivra que 7 ans, puisque Hitler arrive en avril 1941. Suite à cette invasion par Hitler, 2 États apparaissent, l'un croate et l'autre serbe. Ces 2 États sont occupés par les Allemands. L'État croate était dominé par les Ustashi. C'est qui les Ustashi? Ce sont des nationalistes croates, dont le cerveau semble préoccupé par une idée principale, tuer le plus de Serbes possible, éradiquer même tous les Serbes qui pourraient être présents sur leur territoire. Ah, c'est des fous, quoi. En tout cas, les nazis eux-mêmes disaient que le comportement des Ustashi relevait de la démence. Et quand ça vient des nazis, c'est un compliment, c'est ça? Je vais pas te parler des Ustashi maintenant. Retiens simplement qu'ils représentent un cas de cruauté et de barbarie tout à fait singulier qu'il faudrait examiner de près dans une autre vidéo. Mais remarque bien que quelle que soit la situation, les Croates et les Serbes semblent toujours faire des choix différents. Si les nationalistes croates collaborent avec Hitler, eh bien ça veut dire que les nationalistes serbes vont s'opposer à Hitler. Effectivement, les nationalistes serbes, qu'on appelle les Tchetniks, sont donc des résistants à Hitler. Même si certains Serbes collaborent, la totalité du pays est largement récalcitrante. Donc ça, c'est pour se remettre dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, qui est très importante pour comprendre l'émergence de Tito. Les Croates collaborent, les Serbes résistent. Mais dans ce tableau un peu simple que je viens de dresser, il faut ajouter un élément. Ce sont les partisans, qui sont un autre groupe de résistance aux Allemands, mais eux sont des communistes. Ok, donc il y a 2 groupes de résistants. Les Tchetniks, qui sont des nationalistes serbes, et les partisans, qui sont des communistes. Et ils veulent tous rétablir la Yougoslavie. Oui, ils veulent tous rétablir la Yougoslavie, mais pas la même. Les Tchetniks, donc les nationalistes serbes, et en particulier leur chef, Mihailović, veulent ressusciter la Yougoslavie du roi Alexandre, la même qu'avant, tout pareil. Tandis que les partisans, dont le chef est Tito, veulent créer une Yougoslavie communiste, qui se rattacherait à l'ère d'influence de l'Union soviétique. Autant dire que tout les oppose. Dernière précision, quand je dis qu'on assiste déjà pendant la Seconde Guerre mondiale
à un éclatement de la Yougoslavie, en fait c'est plutôt un dépeçage. Outre les deux États qu'occupe l'Allemagne, l'État croate et l'État serbe, l'Allemagne annexe également une partie de la Slovénie et l'Italie l'autre partie. La Hongrie prend la Voïvodine, la Bulgarie prend la Macédoine, et l'Italie prend la côte d'Almath, ainsi que le Monténégro, et rattache le Kosovo à l'Albanie, laquelle est aussi occupée par l'Italie. Donc inutile de retenir tout ça, mais retenez bien, la totalité de la Yougoslavie est occupée par des puissances de l'Axe ou certains de leurs alliés. Le pays a complètement cessé d'exister pendant la guerre. Il s'agit donc pour Tito, le chef des partisans, et pour Mihailovic, le chef des Tchétniks, de le libérer et de réunir tous les morceaux du puzzle pour le recréer. Tito et Mihailovic. Ces deux hommes semblent être l'exact opposé l'un de l'autre. Mihailovic est un Serbe, Tito est un Croate. Ils ont tous les deux participé à la Première Guerre mondiale, mais pas dans le même camp, puisque Tito était alors sujet de l'Empire austro-hongrois, et donc il s'est battu contre les Serbes. Mihailovic est un ami de la France, Tito est un ami de la Russie. Décrivons un peu Mihailovic, le général monarchiste. C'était un officier de valeur pendant la Grande Guerre, où il a risqué plusieurs fois sa vie, et il est devenu ensuite chef d'état-major du commandement de la garde du roi Alexandre. En 1934, il était même le commandant du train chargé de ramener la dépouille vers Belgrade. La dépouille? Quelle dépouille? La dépouille du roi Alexandre, qui a été assassiné en 1934 à Marseille, sur la Canebière de Marseille. Mihailovic ne se consolera jamais de cette perte. L'invasion de la Yougoslavie par Hitler est pour lui le comble de la catastrophe et il fonde alors le mouvement des Tchétniks pendant l'été 1941. Et Tito dans l'histoire, il sort d'où? Et il s'appelle vraiment comme ça d'ailleurs? C'est pas un nom ça, Tito. Il porte un pseudonyme, comme pratiquement tous les chefs d'État communistes d'ailleurs. Si je te dis Ulyanov, Djougashvili, Bronstein, Salotsar, ça te dit quelque chose? Strictement rien. Tu parles dans une autre langue là. C'est ce que je dis. C'est leur pseudonyme que tu connais. Donc je vais te raconter sa vie, mais garde quand même à l'esprit que personne ne sait rien de qui est l'homme qui porte le pseudonyme de Tito. Mihailovic disait de Tito, cet homme n'est pas d'ici. Il n'appartient pas à cette terre. Et il pensait vraiment que Tito venait d'ailleurs, qu'il était russe, tant il parle avec un accent inexplicable et tant son système de valeurs est l'opposé de ce que pensent habituellement les Serbes. En fait, nous le savons aujourd'hui, même si Tito a un accent, il est bien né en Croatie. Pendant la Grande Guerre, il se battait pour l'Autriche-Hongrie, où il a failli mourir une première fois, quand un soldat de la division sauvage des Russes, un Tcherkesse, lui a enfoncé une lance sous le bras. Il est alors blessé et emmené comme prisonnier autrichien dans des camps de travail près de la Volga, en Russie. Toujours comme prisonnier de guerre, il parvient à se faire employer comme mécanicien dans un moulin à vapeur, mais il subit la violence de la discipline, il manque d'être tué par 3 Cosaques qui le frappaient au knout. Il s'enfuit et parvient à rejoindre des manifestations bolcheviques à Saint-Pétersbourg, mais il échappe de justesse aux mitraillades du régime de Kerensky. Il est alors expédié dans un nouveau camp en Sibérie. Il parvient à descendre du train secrètement, et comme la révolution d'octobre vient d'arriver, il s'enrôle dans l'armée rouge, à Omsk, en Sibérie. Il doit alors subir la chasse aux communistes menée par l'impitoyable amiral Kolchak, un blanc, pour ceux qui connaissent un peu la guerre des blancs contre les rouges, qui sévit alors en Russie. Il se réfugie dans un village kirghize, et il apprend là la langue kirghize, et se fait apprécier comme mécanicien. Puis après la victoire des Rouges, il retourne en Yougoslavie en 1920 pour y organiser une cellule du Parti communiste à Zagreb, qui est la capitale de la Croatie. Il devient un révolutionnaire communiste professionnel et il se forme à la propagande et à la clandestinité. Il est attrapé et emprisonné par le régime du roi Alexandre, ce qui lui sauve sûrement la vie puisque, juste après son internement, la dictature royale connaît un sursaut de force et torture à mort la plupart des autres communistes encore en activité à ce moment-là. Après sa sortie de prison, il apprend que le roi a été assassiné à Marseille. Il réorganise alors le parti et multiplie les voyages à Moscou. Il manque à 2 reprises d'être tué par Staline, mais finit... Attends, il manque d'être tué par Staline? Est-ce que tu peux expliciter un peu ou c'est trop te demander? Alors oui, dans les années 1930, Staline purge le Parti communiste de centaines de milliers de personnes qu'il envoie au goulag ou qu'il fait supprimer pendant des parodies de procès. Même si ces grandes purges menacent absolument tout le monde, Tito sait se faire discret
et parvient à échapper à ses filets. Cependant, en 1938, il est convoqué à Moscou. Il est convoqué. Être convoqué à Moscou en pleine période des grandes purges, je vais pas vous mentir, c'est pas une très bonne nouvelle. En gros, si on te convoque, c'est que généralement tu vas finir avec une balle dans la tête. Mais Tito y va, espérant être défendu par certains de ses amis influents qui existent au sein du parti. Et on lui reproche quoi en fait? Tu sais, on peut te convoquer pour n'importe quoi. Là ici, on lui reprochait d'avoir financé une campagne de propagande dans son pays avec un argent qui ne venait pas de la Russie. Après, quand Moscou te convoque, ils vont te cuisiner de A à Z. Le moindre aspect de ta vie sera passé au peigne fin. Donc on peut reprocher à Tito la possession d'un livre compromettant, ou le fait qu'il soit sorti avec une fille soupçonnée d'être une espionne. On peut lui reprocher une amitié avec un trotskiste, le fait d'avoir traduit de façon un peu ambiguë un livre écrit par Staline, le fait de ne pas avoir dénoncé un camarade, qu'il aurait fallu dénoncer, ou le fait d'avoir dénoncé un camarade, qu'on n'aurait pas dû dénoncer. C'est ça un interrogatoire à Moscou, c'est toute ta vie qui est repassée au peigne fin, et Tito ne subit là ce que des milliers d'autres personnes ont vécu avant et vivront après lui. Et attention, un mot de travers et c'est le procès bâclé et l'exécution par balle. Mais il faut croire que Tito est chanceux car à 2 reprises il a été convoqué et à 2 reprises on l'a laissé repartir. Ah, mais je crois que j'ai compris. C'est depuis ce jour-là qu'il a voué une haine absolue à l'égard de Staline. Parce qu'il a risqué sa tête ce jour-là, en fait. Non. C'est pas parce que Tito est passé au grill des purges de Staline qu'il n'aime pas Staline. Pas du tout. C'est pas parce qu'il est spectateur de la terreur stalinienne qu'il prend des distances avec elle. C'est un communiste, Tito. Un vrai. Pour lui, ces purges sont un spectacle peu réjouissant, mais rien, absolument rien n'est plus important que l'avènement de la révolution socialiste à ses yeux. Pas même sa propre mort en tant que serviteur dévoué du parti. L'ogre Staline a tout pouvoir sur lui et c'est tout à fait normal. La révolution socialiste est en jeu. On lui a lavé le cerveau, quoi. Peut-être pour nous. Mais pour Tito, on parle ici d'un avenir meilleur, un avenir chantant où le capitalisme sera enfin détruit et où les volontés de la classe ouvrière ne connaîtront plus d'obstacles. Or, il ne sera détruit que si l'on supprime tous les complices de la bourgeoisie, jusqu'au dernier. Oui, il a failli y passer, mais c'est comme ça. Quand on veut opérer un abcès, il faut toujours ciseler dans la chair saine. N'attend aucune remise en question du communisme de la part de Tito à ce moment-là. Bon, finalement, il obtient une promotion et devient secrétaire général du parti yougoslave, et en 1941, par la force des choses, il est le chef des partisans sous l'occupation allemande. C'est un homme dont le cerveau a été lavé, peut-être, comme tu dis, mais c'est aussi quelqu'un qui ne doute pas, quelqu'un qui ne défaillit pas, quelqu'un qui sait vouer la totalité de ses forces à un objectif défini à l'avance. Et ça, c'est une grande qualité pour quelqu'un qui veut déchoir la puissance de l'Allemagne nazie. Tito et Mihailovic, il me semble qu'ils vont avoir du mal à s'entendre, ceux-là. Effectivement, les rivalités entre tchétniks et partisans sont beaucoup trop fortes. Ils se mènent entre eux une guerre que l'on peut considérer comme une guerre civile. Qui a commencé à attaquer l'autre? Difficile à dire, chacun accuse l'autre. Mais ces haines déstabilisent le camp allié, qui ne sait pas bien lequel des deux il faut soutenir contre l'Allemagne. À l'origine, Londres soutenait Mihailovic, bien sûr, mais peu à peu, ce soutien se déplace vers Tito, surtout à partir de 1943. Il a soutenu un communiste. C'est pas croyable. Oui, à partir de 1943, Churchill a soutenu un communiste. Et d'ailleurs, il dira plus tard que soutenir Tito a été la pire erreur de sa vie. Non mais il faut être bête pour un anticommuniste comme lui, soutenir un partisan alors qu'il y a un mouvement monarchiste juste à côté. Je comprends pas comment il a pu commettre cette erreur. Honnêtement, je pourrais trouver 360 raisons qui peuvent expliquer pourquoi Churchill soutient Tito. D'abord, chose fondamentale, les partisans sont beaucoup mieux organisés. Je ne veux pas vexer tous les Serbes qui aujourd'hui encore admirent Mihailovic, mais on ne peut pas comparer une organisation spontanée basée sur la défense de la monarchie, comme celle de Mihailovic, et un parti communiste rodé à l'anonymat et à la clandestinité depuis maintenant 20 ans, avec des hiérarchies qui sont déjà présentes, des liens de confiance déjà établis entre Tito et ses subordonnés, du matériel de propagande et de communication déjà disponible. Les partisans ont une énorme longueur d'avance sur les tchétniks.
Partant de là, il ne faut pas trop s'étonner de la suite des événements. Dès 1941, ils se rendent maîtres d'un territoire rebelle autour d'Užice en Serbie, puis ils essaient de soulever le Monténégro contre les Italiens, mais sans succès. En 1942, ils parviennent à créer un autre territoire autonome, beaucoup plus stable cette fois, en Bosnie, autour de Bihać. Or, dans le même temps, les Tchétniks, bien qu'encensés par la propagande alliée, sont en fait complètement désorganisés par les attaques allemandes et Mihailović ne contrôle pratiquement plus rien. Court le bruit également que les partisans mènent une guerre plus propre que les Tchétniks. Tito n'abandonne jamais ses blessés aux Allemands, par exemple, parce que la solidité de son organisation lui permet de ne pas les abandonner. Notons aussi qu'il évite les règlements de compte entre Croates et Serbes. Chez les partisans, tout le monde, quelle que soit son origine ethnique, est admis. Alors que les Tchétniks recrutent exclusivement parmi les Serbes. Je l'ai dit, ce sont des nationalistes serbes, et donc ils entretiennent la haine des Croates et la haine des musulmans. Ça va se voir très vite, malheureusement, quand les Tchétniks vont commencer à brûler des villages, à égorger des Croates, et surtout des musulmans bosniaques. Alors, sans doute que Mihailović lui-même condamne ces massacres qui ont été commis au sein de son mouvement. Mais ça ne change rien au problème. Les Tchétniks ont une très mauvaise discipline, ce sont des pillards. Dans un contexte où les Serbes sont persécutés par les Oustachis, on comprend que les Tchétniks se vengent de façon disparate comme ça. Ils brûlent des villages, ils exterminent parfois leurs habitants à l'arme blanche. Et pourquoi s'en voudraient-ils, puisque les Oustachis en face font bien pire? Même si les massacres commis par les Tchétniks sont de moindre ampleur que la politique d'extermination des Oustachis, je dois mentionner ici au moins la dévastation de Foča, dont 300 habitants musulmans ont été égorgés et jetés dans une rivière, ainsi que d'autres villes, comme Visegrad, en décembre 1941. Plus cruels encore furent les raids tchétniks sur le Sandjak pendant l'hiver 1943, qui ont causé la mort d'environ 10 000 musulmans. Mais les partisans, eux, c'est des anges. Alors je ne dis pas que les partisans ne commettent jamais aucune exaction, mais simplement, comme il y a une forte diversité ethnique dans leur rang, il y a des Croates, des Serbes, des musulmans, eh bien, ça aide à canaliser les violences sur les Italiens ou les Allemands, et à la détourner des civils. C'est très important. Les Alliés vont commencer à voir en Tito un homme sérieux et capable, une armée qui tient la route. Mihailović, lui, petit à petit, se sent abandonné par les Alliés, abandonné aussi par ses propres hommes, qui forment plusieurs bandes en totale autonomie et qu'il ne contrôle pas, ou qui s'enfuient chez les partisans. Ajoutons à cela le fait que les Tchétniks de Mihailović ont parfois des comportements surprenants. Au Monténégro, en Herzégovine, on a vu des bandes tchétniques s'allier avec des Italiens contre les partisans. En Serbie, on a vu des Tchétniks régulariser leurs conditions en discutant avec la police de l'État serbe collaborateur. En gros, la police serbe acceptait de leur donner un salaire à condition qu'ils aillent massacrer des partisans. En tout cas, plus le temps passe, plus il est flagrant que les Tchétniks font passer la lutte contre les partisans avant celle contre les occupants. Ça c'est vrai. D'où ces multiples petits arrangements que Mihailović ne mène peut-être pas en son nom propre, mais qui expliquent les accusations qui vont peser sur lui par la suite. Il collabore en fait. Aïe aïe aïe. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que le mouvement de Mihailović serait pro-allemand ou collaborateur. Il est résolument anti-allemand. Mais il y a un problème dans la hiérarchisation des menaces. Et est-ce que... Enfin, je pose une question comme ça. Est-ce qu'il n'aurait pas raison de penser que le danger Staline est plus grand que le danger Hitler? Est-ce que c'est pas une opinion défendable, quelque part? Oui, on est face à deux régimes totalitaires qui inspirent beaucoup de dégoût. Mais la question n'est pas tant de savoir quel est le pire, mais plutôt quelle stratégie adopter pour éviter l'un et l'autre. Pour définir sa stratégie, Mihailović part de trois postulats. Postulat numéro 1, les Allemands sont cruels, et donc pour chaque Allemand tué, ils tueront 100 Serbes en représailles. Le massacre de Kragujevac en octobre 1941 confirme qu'ils sont capables de mettre cette menace à exécution. Par conséquent, Mihailović évite de harceler les colonnes allemandes et se concentre sur les sabotages des voies ferrées ou des dépôts de munitions. Postulat numéro 2, le communisme est pire que le nazisme, et donc il est légitime d'éliminer les rivaux que représente l'armée des partisans. Postulat numéro 3, les Alliés finiront par débarquer un jour.
La meilleure stratégie est donc de les attendre, en évitant les accrochages avec les nazis, et on pourra lâcher les chiens le jour du débarquement. Cette stratégie peut paraître compréhensible, mais il faut l'avouer, l'avenir montrera que c'est une mauvaise stratégie. Concernant le premier postulat, cet attentisme affiché encourage les désertions des plus motivés vers l'armée de Tito. Concernant le second, en hiérarchisant ainsi les idéologies, il passe pour un anticommuniste peu fiable à une époque où c'est l'antinazisme et lui seul qui compte dans toutes les relations extérieures. Concernant le troisième, enfin, les Alliés ne débarqueront jamais dans les Balkans. En juillet 1944, à la place d'un débarquement, il verra les avions américains bombarder les bases allemandes en Serbie. C'est l'opération Alliard. Fidèle à sa stratégie, il ordonne à ses hommes de protéger les pilotes des avions abattus et d'organiser leur sauvetage. Les Tchétniks sauveront de la mort entre 400 et 500 pilotes américains. Mais cela fut en pure perte. Il est trop tard pour attirer l'attention des Alliés, qui ont déjà tout misé sur Tito et n'ont déjà plus l'intention de débarquer. Finalement, les Tchétniks seront traités en vaincus par les partisans. Du côté de Tito, là je peux vous dire c'est tout l'inverse, c'est que de l'action. En hiver au début de l'année 1943, la République de Bihać est prise en étau entre les Allemands, les Italiens, les Oustachis et même un bataillon tchétnik. Et pourtant, contre toute attente, après 2 mois de lutte, après que 8000 de ses hommes soient morts et à peu près autant malades du typhus, Tito parvient à défaire cet encerclement, à sauver son quartier général en démolissant tous les ponts sur la Neretva. C'est ce qu'on appelle la bataille de la Neretva. C'est quelqu'un de très persévérant. En juin 1943, une bombe allemande explose tout près de chez lui et c'est son chien qui se blottit sur son visage pour se sacrifier à sa place. Tu vois que Tito a un côté increvable. Maintenant, va pas t'imaginer que les partisans sont des angelots armés. Ils peuvent être impitoyables aussi. Une chose qu'on leur a beaucoup reproché, c'est le massacre des Dolines. À partir de 43 et jusqu'en 45, par exemple, ils prennent cette fâcheuse habitude de précipiter les Italiens dans des dolines. Les dolines, ce sont des cavités naturelles enfoncées dans les roches karstiques, surtout en Istrie et en Slovénie. On estime que peut-être 10 000 personnes ont été jetées dans les dolines. Des cadavres d'Italiens, tu veux dire? Des cadavres, pas forcément. On y jette des Italiens, qui peuvent être morts, mais qui peuvent aussi être vivants. Oh là là. Ouais, tu vas me dire c'est la guerre. Pas de pitié pour l'ennemi. Ah, justement, en fait, si on y regarde de plus près, ces Italiens que les partisans jettent dans les dolines ne sont pas vraiment des ennemis. On est en septembre 43. À cette date, l'Italie a déjà abandonné la partie et a signé un armistice. Ah oui, les Italiens sont plus en guerre. Oui, ils viennent juste de l'apprendre. Leurs militaires sont complètement désorganisés par la nouvelle de l'armistice. Et c'est dans cette phase de débandade que les partisans en profitent pour les capturer et les liquider de la façon que l'on sait. Par la suite, en 44 et en 45, ça va continuer. Cette fois, Tito fait balancer tout un tas de gens, souvent italiens, mais des civils cette fois. Des civils qui vivaient dans des régions yougoslaves à forte population italophone, comme l'Istrie. En mai 44 a lieu le grand raid sur le Dvrar, qu'on appelle aussi l'opération Russelsprung. L'objectif est pour les Allemands d'en finir avec Tito, dont la tête est mise à prix pour 100 000 Reichsmark. Ils finissent par le localiser dans une grotte près de Dvrar, en Bosnie, et envoient des parachutistes et des planeurs pour mitrailler son quartier général, situé dans une zone très escarpée en montagne. Commence alors un moment pénible pour notre ami Tito, coincé dans une petite casemate. Je crois qu'il a vraiment cru qu'il était fini. À quelques pas de lui, un partisan essaye de regarder discrètement par la porte, mais il est frappé et sa cervelle gicle sur les murs. Finalement, avec quelques amis, il parvient à faire un trou dans le plancher et s'enfuit. Cette énième tentative de tuer Tito échoue une nouvelle fois et c'est la dernière puisque quelques mois plus tard, l'armée rouge arrive et les Allemands doivent partir. Ah, enfin. Hurrah! L'armée de Staline arrive, avec ses fanions rouges et son cortège sacré de pillage et de viols, et se concentre sur le nord et l'est de la Serbie, pendant que Tito libère lui-même la majeure partie du territoire yougoslave. Partisans et soviétiques entrent dans Belgrade le 20 octobre 1944, et en Yougoslavie, on peut dire que la guerre est finie. Ça y est, on en a fini avec les cadavres. Commence alors l'épuration. On n'a pas fini avec les cadavres.
L'épuration, c'est quoi? L'épuration, ça s'entend dans le mot, c'est éliminer les microbes, supprimer la vermine, quoi, purifier la société, hein. Une épuration, ouais, c'est un moyen de purifier la société d'après-guerre de tous les éléments qui ont contribué au malheur de la nation pendant la guerre. C'est une sorte de châtiment collectif. On va tuer tous les collaborateurs pour pouvoir reconstruire la société avec des gens bien. Puis ça va permettre à certains de régler leurs comptes, oui, et à l'État de se débarrasser de ses opposants, éventuellement. En Yougoslavie, accroche-toi bien, l'épuration a fait 200 000 morts, pour une population 2 fois plus petite que la France. À ma connaissance, c'est la plus énorme épuration d'après-guerre. Et à ton avis, qui sont ces 200 000 morts? Des Oustachis? Les Oustachis sont les premiers sur la liste. Lorsque leur armée se rend aux Britanniques, en 1945, à Bleiburg, plus de 50 000 de ces prisonniers seront liquidés. En effet, plus de 400 charniers ont été découverts le long d'un axe traversant la Slovénie. C'est le massacre des prisonniers de Bleiburg. L'Église catholique est également une victime collatérale de l'épuration. Des moines franciscains sont éliminés, comme à Chiroki-Brieg, et 280 prêtres catholiques meurent suite à leur emprisonnement à Gradiška Stara, parce que certains membres du clergé avaient soutenu les Oustachis. Les collaborateurs serbes sont évidemment les autres cibles de l'épuration. Le ministre Milan Nedic, le plus éminent d'entre eux, se suicidera dans les geôles de Tito. La cruauté du régime se révèle surtout pour les catégories suivantes. Les minorités ethniques indésirables. J'ai déjà parlé des Italiens de Slovénie et d'Istrie que l'on jetait dans les dolines. Le sort de 30 000 Hongrois de Voïvodine ne sera pas plus enviable. Les Albanais du Kosovo, coupables d'avoir provoqué leur attachement à l'Albanie pendant la guerre, sont réprimés aussi, causant des dizaines de milliers de morts supplémentaires. Mais bien sûr, le statut le plus méprisable est réservé aux Allemands de Slavonie. Il existe en effet en Slavonie des populations germanophones depuis le XVIIIe siècle. Plus de 100 000 de ces Allemands sont internés dans les camps de Valpovo et de Krenidia, où des milliers d'entre eux finissent par mourir de faim ou de maladie. Beaucoup de familles devenues indésirables se voient confisquer leurs biens et expulsés en Allemagne. La dernière catégorie ciblée par le régime de Tito, on le devine aisément, ce sont les Tchétniks eux-mêmes, à qui les partisans peuvent enfin régler leurs comptes. Même si une amnistie leur est accordée théoriquement, en réalité des milliers d'entre eux sont fusillés. Et le dernier de la file, c'est Mihailovic qui est fusillé en 1946 après un simulacre de procès. Ainsi meurt ce général honnête, lucide, ardent chrétien, francophile, parfois vraiment courageux, mais politiquement très maladroit. Et ça fait combien si on regarde les morts en totalité? La guerre plus l'épuration. Ce chiffre est débattu, mais on considère qu'environ 1 million de citoyens yougoslaves sont morts entre 1941 et 1946, sur une population de 15 millions. Voilà le bilan indescriptible de l'horreur de la guerre en Yougoslavie. Maintenant que le pays est revenu au calme, si tu veux bien, on va voir ce que vaut Tito exactement comme chef d'État. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous en supplie, lâchez un commentaire, ça coûte rien et ça m'aide énormément pour le référencement. Une autre manière de me soutenir est de partager massivement mes publications sur TikTok ou Twitter ou Facebook, selon le réseau qui vous va le mieux. Un grand merci à tous mes tipeurs, hein. Si j'ai un retour financier de ce que je fais, eh bien c'est ainsi que la chaîne pourrait continuer et perdurer. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien que vous m'exprimez dans les commentaires. Je compte sur vous et à très bientôt sur ma chaîne.